Bonjour et bienvenue dans En Intervalle, le podcast sur l'animation sous toutes ses formes. Je suis Simon Eyus et avec moi nous aurons Alexandre Caoudal, Salut! Corentin Louis, aka Coco, un nouveau chroniqueur qui reviendra de temps à autre, j'espère. Bonjour, bonsoir tout le monde. Et avec nous, un nouvel invité, Jean-Baptiste Massuet, maître de conférence à l'Université Rennes 2. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on rentre dans une zone entre l'animation, la prise de vue réelle et plein d'autres choses à travers le livre Le cinéma virtuel. Pour bien comprendre cet ouvrage, on reviendra en détail en nous appuyant sur ces différentes parties qui développent chacune un angle d'attaque différent, même s'ils ne concernent pas tous les films d'animation, parce que l'ouvrage parle du cinéma virtuel qui englobe des tas et des tas d'autres objets que l'animation. Et le corpus est aussi vraiment composé d'œuvres qui dépassent cette technique. L'animation, il y a quand même une part prépondérante et on n'hésitera pas à l'invoquer tout en posant les limites d'un regard qui serait seulement centré sur l'animation, animato-centré en quelque sorte. Parce que dans les faits, le cinéma virtuel, ça témoigne d'une esthétique qui est plurielle, qui englobe aussi bien les effets numériques, la motion et la performance capture, des termes qui sont peut-être un peu flous mais qu'on détaillera, mais aussi la caméra virtuelle. Donc un goût pour le mélange des techniques qui se retrouve dans le travail de Jean-Baptiste Massuet, depuis son mémoire qui s'intitule La cartoonisation du réel dans la grande course autour du monde de Black Edward, dont le titre témoigne déjà d'un goût pour une animation survenant dans la prise de vue réelle et qui se poursuit dans un intérêt pour la bande dessinée et le jeu vidéo. Jean-Baptiste, pourquoi ce goût pour le mélange des techniques? Ah, c'est une question intéressante. En fait, je pense que ça remonte à très loin finalement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est venu de ma cinéphilie personnelle. C'est-à-dire que concrètement, moi très jeune, j'ai été biberonné au cinéma des années 80-90, qui était déjà un cinéma en fait largement hybride dans sa manière de fonctionner. Bon, c'est des films qui ont marqué ma jeunesse, mais évidemment, on peut pas ne pas penser à des films comme Terminator 2, Jurassic Park, qui entremêlaient justement l'imagerie de synthèse et la prise de vue réelle, et puis évidemment un film de chevet, un film qui m'a accompagné depuis toujours et qui a toujours été un objet de fascination absolue pour moi, qui était Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis, donc qui date de 1988. Et je pense en fait ce qui m'a parlé très vite dans les études cinématographiques que j'ai suivies et que j'ai eu envie de creuser dans le cadre de la recherche, c'était justement ce goût pour ces films et cet intérêt pour une forme qui me paraissait produire quelque chose, en tout cas m'interroger. Je me demandais en fait pourquoi ces films produisaient une sorte de trouble, pourquoi il y avait quelque chose qui posait question dans ces longs métrages. Et c'est progressivement que j'ai fini par comprendre que le problème, il n'était pas seulement d'ordre esthétique, il était d'ordre théorique aussi. Il était même d'ordre historique, mais ça je l'ai compris plus tard en fait. Mais au départ, c'était vraiment un intérêt très personnel pour ces films-là. C'est ça qui m'a donné envie de creuser ces questions et de les aborder sous différents angles, mais ça on aura l'occasion d'en reparler, puisque comme tu l'as très bien dit dans ta présentation, hein, au départ, mon mémoire de recherche n'était pas vraiment consacré au cinéma d'animation, était consacré vraiment à un film en prise de vue réelle, donc La Grande Course Tour du Monde de Blake Edwards, Great Race, un film de 65. Ce film, il m'intéressait beaucoup parce que justement, c'était un film avec des acteurs, un film photographique, mais dans lequel les personnages se comportaient comme des personnages de cartoon, mais avec justement tous les problèmes qui pouvaient en résulter, à savoir que évidemment des corps humains ne peuvent pas adopter les mêmes caractéristiques que des corps de cartoon, ils peuvent pas s'aplatir, ils peuvent pas se démembrer, ils peuvent pas être terminés pour réapparaître dans le plan suivant. Et du coup, il y avait cette espèce de contrainte du corps qui me paraissait tout à fait étonnante et intéressante. C'est pour cette raison que j'ai voulu creuser ce film d'une manière très théorique, mais en fait, c'est dans l'écriture de ce mémoire que je me suis dit que la question elle était plus large. C'était pas qu'une question liée à l'imitation du cartoon par des biais esthétiques ou de mise en scène, mais c'était même une question historique en fait de savoir quelle a été la relation concrète entre animation et prise de vue réelle. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu interroger, et du coup c'est pour ça que l'écriture de ma thèse de doctorat s'est focalisée sur ces films justement qui entremêlaient véritablement les deux régimes de représentation. D'un côté le cinéma d'animation graphique, donc le dessin animé, et de l'autre donc la prise de vue photographique, la prise de vue réelle. Donc c'est de là que c'est venu en fait, et c'est ça qui fait que j'ai voulu creuser les choses par la suite. Donc c'est intéressant de se dire que c'est toujours finalement la cinéphilie qui est quand même un peu à la base de tout. Effectivement, et ce que j'aime dans vos ouvrages et vos cours, puisque je vais quand même pas cacher quelque chose par transparence, on est deux anciens élèves de Jean-Baptiste, donc
on a quand même une certaine forme de partialité dans le choix de l'invité, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est totalement en admiration totale envers son travail. J'espère bien. Mais, mais dans tous les cas, quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'à la fois très personnel dans ce travail-là, c'est-à-dire qu'on sent que les objets que tu abordes, c'est des objets que tu aimes assez profondément, mais aussi il y a une sorte d'axe de chercheur qui se pose des questions par rapport aux objets qu'il admire et qui tient toujours à voir ce qu'il y a de problématique, et je le dis pas dans le sens un peu commun des réseaux sociaux, cette œuvre est problématique, mais plutôt qu'est-ce que cette œuvre pose comme problème plus globalement, et souvent des termes esthétiques, historiques et compagnie, c'est souvent un travail qui est assez large. Et ce que j'ai aimé dans l'ouvrage, dont on parlera ensuite, c'est que c'est des points de vue qui vont toujours être à la fois d'une sorte d'amour, mais quand même avec un recul et qui n'ignore pas d'autres manières de voir les choses. Pour prendre plus concrètement l'ouvrage sur le cinéma virtuel, certes, il y a un vrai intérêt pour ce que propose le cinéma virtuel en termes esthétiques, mais il est quand même précisé que c'est pas que le seul point de vue qu'on peut adopter par rapport à ces films-là, et que réduire même ces films à un simple point de vue esthétique et technique, c'est aussi passer à côté de tas de choses qui existent dans le film et qui sont quand même à un certain niveau explorées. Oui, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, mais ça a mis du temps à advenir, hein, parce que bon, très clairement, mon mémoire sur le film de Blake Edwards était un mémoire amoureux du film. Ma thèse de doctorat était une thèse qui a donné lieu à un ouvrage d'ailleurs, hein, le dessin animé au pays du film, qui était un ouvrage qui ne cachait pas son admiration ou son intérêt ou son attrait pour ces films-là. Mais en fait, avec le temps, on se rend compte aussi que finalement, on dit des choses bien plus intéressantes quand on nuance sa subjectivité, quand on nuance l'amour qu'on a pour ces objets, pour se rendre compte que parfois il y a des choses qui résistent, mais qui résistent pas forcément en termes négatifs, comme tu as pu le signaler, mais qui incitent à changer de regard, à déconstruire les choses qu'on a construites pendant des années, mais sans se poser des questions de comment et pourquoi est-ce qu'on les a construites comme ça, ces choses. Et c'est ce qui, à mon sens, fait que on peut estimer être un chercheur. C'est-à-dire que quand on est chercheur, on doute constamment. On est nourri par le doute, y compris vis-à-vis de choses pour lesquelles on croyait être certain de ce qu'on avançait quelques mois ou années qui précédaient. Et ça a toujours été très déterminant dans mon travail, de toujours remettre en cause mes acquis, faire en sorte de pas simplement suivre une intuition de départ et essayer de déconstruire cette intuition, de comprendre comment est-ce qu'elle est née, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, pourquoi est-ce que on je prends un exemple qui est lié à mon travail inaugural, hein, lié donc à cet ouvrage sur le dessin animé au pays du film. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on estime qu'il y a une forme dessin animé qui existe? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on estime qu'il y a une forme cinéma en prise de vue réelle? D'où ça vient? Comment ça se constitue? Et qu'est-ce qui fait que justement, lorsque ces deux formes se rencontrent, ça produit quelque chose de tout à fait singulier? Mais en fait, cette singularité, on ne peut pas la voir si on ne prend pas ce petit recul vis-à-vis de cette forme, pour ne pas simplement dire ah c'est génial, c'est formidable, le film est incroyable. Oui, mais si on dit ça finalement, bon, on ne dit pas grand-chose, si ce n'est qu'on donne envie de voir le film, c'est déjà beaucoup. Mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de prendre du recul et de se demander, bah, finalement, est-ce que le film il suscite pas des questionnements plus profonds sur notre façon de voir les images en fait, et la façon dont on s'est construit aussi par rapport aux images. Je vais poser une question peut-être un peu rhétorique, mais du coup, c'est ce qui, assez naturellement, t'a, disons, dirigé vers l'épistémologie, et, enfin, vers des méthodes épistémologiques et sociologie des médias. Et aussi, est-ce que ouais, tu pourrais revenir sur comment fonctionnent ces méthodes, vu qu'elles sont assez centrales, j'ai l'impression, pour ton livre. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais... Non, c'est essentiel. Mais en fait, tu utilises ce mot savant qui fait peur d'épistémologie, qui ne fait que redire effectivement, ce que j'ai explicité sans dire le mot, parce que Oui. j'avais peur d'effrayer les auditeurs. Mais c'est ça, finalement, l'épistémologie, c'est une science qui étudie la manière dont la connaissance se constitue. Alors, la connaissance, les sciences, etc., c'est-à-dire réfléchir à la manière dont on construit un savoir sur quelque chose. Comment est-ce qu'on réfléchit et pourquoi on réfléchit de la sorte? Et ça incite à se demander finalement quel a été notre parcours au départ en tant qu'élève, étudiant, comment est-ce qu'on nous a inculqué un savoir et pourquoi ce savoir existe de cette sorte-là, à cette époque-là dans laquelle on vit. Et finalement, faire de l'épistémologie, c'est aussi faire l'histoire de la manière dont on apprend les choses, puisqu'on n'apprend pas les choses de la même manière au XVIIIe, au XIXe, au XXe, au XXIe siècle. Ça change fondamentalement en fonction du contexte culturel, intellectuel, social, etc. Évidemment scientifique, puisque la dimension scientifique est forcément, en tout cas dans les sciences humaines, est forcément rattachée à un contexte beaucoup plus large. Mais voilà, l'épistémologie, c'est
une science pour étudier justement voilà, la connaissance, le savoir, etc. Donc finalement, cette idée de prendre du recul et de déconstruire la manière dont on voit les choses, c'est faire de l'épistémologie, même si on n'emploie pas toujours le mot, mais ça veut dire ça, en fait, concrètement. C'est intéressant d'entendre dans votre parcours, dans l'historique, votre propre chronologie, ce parcours où d'abord les prises de vue réelles, puis dans une certaine mesure son mélange avec l'animation, puis peut-être une animation plus pure amène ensuite des questionnements très très variés dans votre ouvrage, où il y a vraiment à partir d'un moment où dans la lecture on se demande ce qui vient peut-être premier, ce qui est peut-être la base d'une réflexion entre l'animation, le cinéma, le jeu vidéo, et c'est très intéressant de voir comment toutes ces choses se mélangent, se nourrissent. Ah, ouais, et puis cette question, remarque, hein, me permet d'ailleurs de faire un petit point peut-être sur cet ouvrage précédent hein, que j'ai évoqué plusieurs fois, hein, le dessin animé au pays du film, qui est un ouvrage qui est issu de ma thèse de doctorat. Je le fais parce que je sais aussi que on attendait un petit peu de moi que je revienne sur ces pré-recherches, on va dire, puisque finalement le cinéma virtuel est un ouvrage qui fait suite de manière assez logique à cet ouvrage sur le dessin animé, sur cette rencontre entre le dessin animé et la prise de vue réelle. Et je sais que Simon avait un peu envie que je développe un petit peu sur mes anciennes recherches, mais c'est même pas des anciennes recherches puisque je travaille toujours un peu dans cette perspective. Mais en fait, l'idée de cet ouvrage, l'hypothèse principale de cet ouvrage, c'est de dire que ça part d'un constat, c'est que le cinéma contemporain, le plus contemporain, est un cinéma qui est fondamentalement hybride, où justement on peine à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la prise de vue réelle et de l'animation, qui incite en fait à se remémorer le moment où justement les deux ont pu se séparer, parce que si on estime qu'il y a un truc bizarre quand ils se rencontrent, ça veut dire que il y a bien un moment donné où ils se sont séparés, sinon il n'y aurait pas de rencontre possible. Et cette séparation, effectivement, elle n'a pas existé de tout temps, puisque aux origines du cinéma, les vues réalisées à partir de dessins côtoyaient les vues réalisées à partir de photographies. On parlait dans les deux cas d'animation, on parlait de photographie animée, mais parfois on photographiait des gens, parfois on photographiait des dessins, comme dans le cas du cinéma d'Emile Cole par exemple, qui a réalisé dans un film entre 1909 et 1913. Évidemment, on se posait pas ces questions parce qu'au début, bon bah, il n'y avait pas de genre, il n'y avait pas de catégorie, il n'y avait pas de limite qui était construite entre des régimes de représentation, il y avait juste de l'animation de manière générale. Et évidemment, à un moment donné, alors c'est dans les années 10 que ça se construit, dans les années 10-20, il y a un moment donné où il y a des formes cinématographiques qui vont s'emparer du médium dessiné pour produire véritablement des films particuliers qui s'inscrivaient dans une catégorie, et ces films, c'était les cartoons, enfin, les animated cartoons plutôt, hein, des années 1910, qui reprenaient souvent l'esthétique des comic strips publiés dans les journaux à l'époque, qu'on souhaitait exploiter médiatiquement sous une autre forme avec le cinéma. Et en fait, à partir de là, bah, comme il y a un genre spécifique qui s'établit, plusieurs personnalités du cinéma vont s'emparer de ces techniques parce que ça marche plutôt bien et ils vont développer ça. Des personnes comme Max Fleischer, des personnes comme évidemment Walt Disney par la suite. Et c'est évidemment tout ce contexte qui va faire qu'on va construire quelque chose progressivement. On va construire une identité du dessin animé qui va du même coup se définir contre ou à côté de la prise de vue réelle. Et du coup, il y a un effet de séparation qui se crée à un moment donné historiquement. Sauf qu'à un autre moment, ce qui se passe, c'est que, enfin c'est pas un autre moment, c'est qu'en parallèle, cette séparation côtoie un phénomène de rapprochement. Parce que ces dessins animés, bah, par la force des choses, ils sont pas complètement abstraits, ça il faudra attendre certains cinéastes comme Norman McLaren pour que ça puisse advenir un cinéma d'animation purement abstrait. Mais ces films, des années 10, 20, 30, ils reprennent des codes du cinéma en prise de vue réelle. Ils reprennent la construction syntaxique du montage, ils reprennent les espaces euclidiens avec des personnages figuratifs, ils reprennent effectivement une conception de la mise en scène qu'on retrouve dans le cinéma en prise de vue réelle, au point même où parfois on reproduise des codes comme des travelling. Disney va créer, on le sait, la caméra multiplane pour produire cette impression de profondeur dans l'image, pour reconduire ce que produit la prise de vue réelle. Et du coup, tout ce cheminement est double, on le voit. D'un côté, il y a une séparation très forte, une scission, qui définit même l'objet cinéma d'animation en réalité, et de l'autre, il y a un rapprochement, un phénomène d'assimilation,
où l'animation a beau se séparer, par la force des choses, elle se rapproche, elle limite, elle essaie de coller finalement au cinéma. Alors je parle de l'animation industrielle, ici, pas l'animation plutôt indépendante, expérimentale, etc. Mais dans ce cadre très spécifique, on a ce double mouvement, donc qui crée une vraie problématique historique, puisque ce double mouvement, il est simultané et continu, il est constant tout au long de l'histoire du cinéma. Et en fait, le point de départ de cette réflexion, c'était le contemporain, c'était des techniques comme la motion ou la performance capture, où là on se rend compte que le degré de séparation c'est un peu effiloché avec le temps, c'est-à-dire que là finalement la séparation elle est moins sensible, même si on la perçoit toujours, et c'est pour ça que ces films ont posé des questions pendant longtemps, on va en reparler. Et par ailleurs, c'est aussi un lieu de fusion assez étonnant, où finalement les logiques même du cinéma d'animation et de la prise de vue réelle ne sont plus valides ou valables dans la manière dont on les appréhendait jusqu'à présent. Donc c'est ça, c'est cette continuité qui me fait dire que le cinéma virtuel, c'est véritablement la suite, pas spirituelle, mais la vraie suite, c'est la sequel, si on veut, de l'ouvrage Le dessin animé au pays du film. Le cinéma virtuel, alors qu'est-ce que c'est? On va le découvrir en abordant directement la première partie, intitulée Cinéma virtuel, performance capture et cinéma d'animation, qui revient sur une technique fondamentale dans l'écriture de l'ouvrage, puisqu'on aborde l'ouvrage à travers cette notion de la performance capture, mais également de la motion capture à travers des exemples plus anciens. Évidemment, c'est quelque chose de l'ordre de la technologie et qui a de fait un rapport extrêmement différent entre la réception du public, la réception des critiques et la manière dont les cinéastes et les chercheurs ont pu penser et voir ces objets-là. Ça passe par ailleurs par des réflexions qui sont assez complexes, dont on va essayer de vulgariser ce qu'elles disent. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur ce que c'est la motion et la performance capture. Déjà, la différence entre les deux est pas nette. Des gens savent ce qu'est la motion capture, mais pas la performance capture, et ignorent également les possibilités qui sont ouvertes par l'un ou par l'autre. C'est-à-dire, à quoi ça sert d'avoir la performance capture si on a déjà le mouvement de la motion capture. Donc, cette séparation entre les deux, j'aimerais bien que tu la développes. Ouais, alors, pour faire vite, pour essayer de comprendre un petit peu de quoi il est question, parce que c'est le point de départ, si on veut, de la réflexion, c'est que la motion capture, on va commencer par elle, c'est une forme d'échantillonnage numérique de mouvement, c'est-à-dire que concrètement, on a un acteur ou un modèle ou une actrice qu'on va équiper d'une combinaison en lycra noir sur laquelle on va apposer des marqueurs photosensibles, et ces acteurs et actrices vont évoluer dans un studio qu'on appelle un volume, dont les murs sont tapissés de récepteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le studio est inondé de lumière infrarouge. Les marqueurs photosensibles, donc sur le corps des acteurs et des actrices, sont des marqueurs sensibles à la lumière infrarouge, ce qui fait qu'en fait, ils réfléchissent cette lumière, et les récepteurs n'enregistrent que les informations de cette lumière. Ces récepteurs vont numériser ces informations, donc qui vont apparaître comme des points lumineux, puisque c'est des boules, ces marqueurs, c'est des petites boules positionnées sur le corps. On va avoir donc un nuage de points lumineux numériques dans un espace informatique, et en fait, le truc, c'est comme le studio dans son intégralité est tapissé de ces récepteurs, c'est-à-dire que le corps, il est capté sous ces trois dimensions, en volume donc, à la fois du côté droit, côté gauche, de face, de profil, de dessous, de dos, etc. Et on obtient donc un modèle à trois dimensions qui va donc évoluer dans cet espace qui est une sorte de grille en image de synthèse, une grille numérique. Et à partir de ces points, on va relier les choses pour créer un squelette. Et sur ce squelette, on va pouvoir apposer donc un costume de synthèse, si on veut, un avatar de synthèse, qui aura donc une apparence de personnage graphique, de film d'animation, mais qui bougera, se déplacera à la manière d'un acteur ou d'une actrice réelle. Donc ce ne sont pas des animateurs qui vont impulser le mouvement dans la figurine graphique, mais bel et bien les acteurs et les actrices. Alors ça, c'est le principe de la motion capture, qui consiste à capter le corps, c'est ce que je disais, c'est le corps qui est bardé de marqueurs. Fut un temps, cette technique de motion capture, elle avait été utilisée sur des films à effets spéciaux, alors, des films comme le Seigneur des Anneaux, par exemple, le personnage de Gollum dans le Seigneur des Anneaux est réalisé à l'aide de cette technique, c'est l'acteur Andy Serkis qui l'interprétait, sauf que Andy Serkis ne se limitait pas à la question du corps, il avait aussi quelque chose qui était lié à ses expressions faciales, qui étaient numérisées aussi, pour pouvoir interpréter au mieux les émotions du personnage de Sméagol Gollum. Le truc, c'est que cette phase où on captait, où on numérisait les informations de son visage, était une phase secondaire, une phase autre. C'est-à-dire que d'abord, Serkis enregistrait les mouvements de son corps, et dans un second temps, il se mettait dans un fauteuil, il avait un travail de scanner autour de son visage, et il réalisait toutes les expressions faciales qui allaient pouvoir être injectées au personnage par la suite.
Donc il divisait, si on veut, son interprétation en deux. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque le personnage de Gollum est un personnage dont on sait qu'il est atteint d'une forme de schizophrénie. Donc c'est un personnage lui-même double, divisé. Et donc cette subdivision de la captation numérique, elle avait du sens, je trouve, dans le film. Mais indépendamment de ça, ça posait quand même une question, c'est que, évidemment, en travaillant comme ça cette interprétation en deux temps, on avait une forme de maîtrise, de déconnexion du corps et du visage, qui permettait bien sûr en aval une manipulation tous azimuts de ce qui a été enregistré, ce qui pouvait parfois poser question. Et du même coup, la performance capture avait pour enjeu de réunir ces deux phases séparées en une seule phase, c'est-à-dire de faire en sorte de capter simultanément le corps et le visage. C'est pour cette raison qu'au départ, c'était des espèces de petits points, de petits marqueurs qui étaient collés sur le visage. Je crois que sur le Pôle Express, film Beowulf, sur lequel on va revenir, il y avait 70 marqueurs par visage. Et puis en 2009, à partir de films comme Le Drôle de Noël de Scrooge de Robert Zemeckis ou Avatar de James Cameron, il va y avoir une petite caméra numérique qui sera fixée à un casque et qui va filmer en fait le visage de l'acteur et le numériser dans ses plus petites subtilités. Du même coup, ça permettait en fait aux cinéastes de tourner ces films comme un film réel, c'est-à-dire avec leurs acteurs qui jouaient avec leur corps, leur voix, leur visage, tout simultanément. Là où avec la motion capture, il y avait cette subdivision qui compartimentait un petit peu le travail avec les acteurs et qui faisait que ça ressemblait pas à un tournage réel. Et le cinéma virtuel, justement, on y reviendra, qui est lié à la performance capture, c'est cette volonté justement finalement de restituer la façon de tourner un film comme en vrai, si on veut, mais avec des technologies numériques qui permettent d'obtenir ce mouvement ou cette prestation d'acteurs et d'actrices en 3 dimensions. Et l'utilité de cela, on va évidemment en reparler, mais en tout cas la différence entre la motion et la performance capture, elle est là. Une différence visible quand on le sait, mais qui n'est pas forcément évidente, du moins dans les premières années de son existence. Par exemple, le film Final Fantasy, Les créatures de l'esprit, qui est un film qui n'est pas fait avec la performance capture, et le Pôle Express, un film qui est fait avec la performance capture, vont être reçus de manière assez identique, où on va identifier les personnages à des espèces de poupées inexpressives. Et en ce sens, cette idée d'une expression qui passerait par le visage et par une plus grande reconnaissance du réel à travers, des figures, virtuelles, c'est pas quelque chose qui est évident pour les critiques, de l'époque, et il a quand même fallu du temps avant que l'on, arrive à des résultats qui convainquent réellement. Je me souviens d'avoir lu quelques textes sur Avatar qui justement parlaient d'une forme de matérialité, avec des personnages qui touchaient des lieux qui étaient certes, virtuels, mais où on essayait de faire ressentir au spectateur le toucher, le tracer, jusqu'à des objets comme Gravity, où là, à mon sens, et ça va m'intéresser aussi ensuite, on est moins dans une technologie qui est totalement visible, dont on sait qu'elle existe. En gros, ces films-là, les Final Fantasy, le Pôle Express et d'autres, ont été reçus comme des films d'animation, ce qui ne sont pas totalement, ce qui est bien précisé dans le livre, et ce qui a aussi énervé des cinéastes comme Robert Zemeckis qui ne considèrent pas qu'ils font des films d'animation. Alors que dans Gravity, il me semble que cette donnée du cinéma d'animation, qui est visible par une grande présence d'une technologie et de visages, de corps qui sont de manière assez évidente faits par ordinateur, disparaît pour laisser place à une logique de l'effet spécial où, en quelque sorte, ces films-là, on imagine que c'est de la prise de vue réelle, mais avec plein d'effets spéciaux pour faire des raccords entre les plans, alors qu'en soi, la manière dont est capté le film est sans doute similaire à celle du Pôle Express. Oui, alors il y a plusieurs choses dans dans ce que tu dis ici. Alors peut-être pour reprendre au début, tu parles de cette différence entre Final Fantasy et donc le film d'Hironobu Sakaguchi, qui date du tout début 2000, et donc le Pôle Express de Robert Zemeckis en 2004, qui est concrètement le premier film à avoir utilisé la performance capture, tandis que sur Final Fantasy, c'était effectivement de la motion capture qui était utilisée. Alors déjà, il y a une différence assez fondamentale entre les deux films, qui explique peut-être aussi la manière dont la performance capture s'est distinguée, justement, pas forcément, tu as raison, du point de vue du rendu, puisque finalement, quand on regarde les deux films, on a l'impression de choses assez similaires, une même résistance au niveau critique, on va dire que on a des personnages qui paraissent dénués de vie, qui sont des sortes de marionnettes un peu inquiétantes, choses sur lesquelles on reviendra sans doute. Mais en fait, la différence fondamentale, c'est que dans Final Fantasy, il n'y a pas du tout la volonté, par exemple, de jouer sur la starisation ou sur la starité, je sais pas si je peux dire ça, des acteurs et des actrices qui interprètent les rôles. Parce que pour le coup, il n'y a pas d'acteurs connus dans Final Fantasy, et la raison est tout à fait simple, c'est que c'est quand même un film qui est avant tout pensé comme un film d'animation hyper réaliste, qui n'est pas pensé dans une logique de tournage traditionnelle, parce que le mouvement qui a été impulsé grâce à la motion capture dans les figurines, il n'est pas toujours présent, c'est-à-dire que c'est parfois utilisé, mais pas tout le temps sur le film.
Et surtout, il y a énormément de modèles qui ont pris la relève les uns des autres pour interpréter les personnages. C'est-à-dire que le personnage d'Akiros, le personnage principal de Final Fantasy, est interprété par plusieurs actrices, plusieurs modèles si je puis dire ici, puisque on ne peut pas vraiment parler d'actrices, je ne sais pas. En tout cas, plusieurs modèles qui vont prêter leur mouvement, leur motricité, et de cette manière, ce que Sakaguchi essayait de faire dans son film, c'était de montrer des personnages qui étaient totalement virtuels. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une assise liée à un corps de référence qui permettrait de donner une identité au personnage en question, une identité starifiée, si je puis dire. Mais il s'agissait plutôt de faire en sorte que ces corps soient complètement détachés de tout réel, de toute empreinte réelle. Alors l'empreinte, on l'a, c'est le mouvement effectué par un corps, mais on n'a pas l'empreinte kinesthésique d'une personnalité qu'on pourrait reconnaître. Kinesthésique. Ouais, lié au mouvement en fait, hein. La kinesthésie qui est liée vraiment à la façon de se mouvoir, de bouger, de positionner son corps dans un espace, etc. C'est une sorte de signature motrice, voilà. Et concrètement, ce film Final Fantasy, on le voit, il y a une volonté chez Sakaguchi, bien sûr, de faire écho à la saga vidéoludique dont le film est adapté, ou en tout cas inspiré, puisque, on le sait, un avatar de jeu vidéo est très clairement un corps qui est doté de plusieurs personnalités qu'il contrôle, qui lui donnent le mouvement. Et très clairement, ce film se fait l'écho de ça, dans sa façon même d'être pensé comme une adaptation de jeu vidéo. Alors qu'avec le Pôle Express, ça change. C'est que dans le Pôle Express, la volonté, c'était de mettre en avant Tom Hanks, qui incarne dans le film 7 personnages, dont on reconnaît en fait principalement le personnage du conducteur du train. Je rappelle que le Pôle Express, c'est ce film qui nous raconte l'histoire de ce petit garçon qui va être emmené au pôle Nord par un train pour rencontrer le Père Noël. Et le conducteur du train donc est interprété par Tom Hanks, mais le petit garçon également, le père du petit garçon aussi, le Père Noël dans un autre temps, le clochard qui vit sur le toit du train aussi. Donc on est comme ça dans une forme de démultiplication de l'acteur, mais c'est vraiment lui qui est mis en avant dans la promotion, ce qui n'était pas le cas dans Final Fantasy. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'acteur devient, l'acteur star, hein, j'entends, devient le moteur de la promotion de ces films. Et ça a été un changement fondamental, bien sûr, parce que à partir du moment où on a une star au casting, il n'est plus question de l'invisibiliser. Il faut au contraire le reconnaître, ou en tout cas faire en sorte de capitaliser sur sa présence. Dans le Pôle Express, c'est évident. Dans le film suivant de Robert Zemeckis, La légende de Beowulf, c'est encore plus flagrant, puisque là, pour le coup, le film imite même certains acteurs au point où on les reconnaît parfaitement, hein, comme Angelina Jolie dans le film, où véritablement c'est elle trait pour trait concrètement. Donc il y a cette possibilité de la performance capture de mettre en avant la star, et ça a été un changement assez fondamental. Alors évidemment, peut-être qu'on repère pas ça sur les figures en elles-mêmes, sur leur qualité visuelle en gros, mais par contre on le sait parce que la promotion du film, donc tout le paratexte qui entoure le film, c'est-à-dire les critiques, le discours promotionnel, les making-of, etc., ont énormément insisté là-dessus. Justement parce qu'il fallait mettre ça en avant. Enfin, ces films étaient des vitrines technologiques, et il fallait bien sûr qu'on puisse comprendre qu'il y avait des stars derrière cela. Donc ça, c'est le premier point par rapport à ce que tu soulevais. Et Gravity, c'est encore un cas particulier. Alors, ce qui va permettre de faire un petit pas en avant dans la discussion, c'est que, en effet, un Gravity a pensé les choses différemment. C'est-à-dire qu'on est sur des technologies qui sont les mêmes, hein, fondamentalement, que sur les films de Robert Zemeckis ou le Avatar de James Cameron. D'ailleurs, Alfonso Cuarón, hein, qui a réalisé Gravity en 2013, l'a très clairement dit en entretien, il a dit c'est de la performance capture, mon film est réalisé en performance capture, sauf que, tu l'as très bien dit, le film n'a pas été du tout reçu comme ça. Il a été vu comme un film à effets spéciaux et pas comme un film d'animation, alors que Final Fantasy, le Pôle Express, les aventures de Tintin de Steven Spielberg, un peu plus tard, tous ces films vont être vus comme des films d'animation, et donc on peut se demander pourquoi Gravity, lui, il échappe à ça? La raison, elle est simple. Alors, je pense que c'était le sens de ta question aussi, hein. La réponse, elle est simple, c'est que dans Gravity, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est animé, tout ce qui est de l'ordre de l'image de synthèse, c'est tout le décor, le corps de ces astronautes, hein, donc la combinaison spatiale, etc. Tout ça, c'est de l'animation de synthèse. La seule chose qui reste et qui est d'ordre photographique, ou en tout cas qu'on reconnaît comme étant photographique, c'est le visage de George Clooney et de Sandra Bullock. C'est-à-dire que c'est parce qu'on reconnaît le visage avec une qualité d'ordre photographique, c'est pour cette raison-là que l'on estime que le film est un film à effets spéciaux et pas un film d'animation. Et ça a été rendu possible parce qu'en fait, le film a été réalisé selon le procédé de la performance capture, c'est-à-dire avec une captation tridimensionnelle, sauf qu'au niveau du visage des acteurs, le film était entièrement storyboardé. C'est-à-dire que Cuarón avait la volonté de savoir exactement à quoi allait ressembler son plan au final, donc après il avait toute la méthodologie qui lui permettait de créer des effets de caméra virtuels, virtuoses, hein, qui caractérisent le film, tout en conservant la cinématographicité du visage actoriel qu'il pouvait positionner comme ça dans les scaphandres pour donner l'impression d'un film plutôt à effets spéciaux. Mais
cette question, je vais pas dire qu'elle est sans fond ou sans fin, elle est plutôt sans fin que sans fond d'ailleurs. Elle pose un vrai problème par rapport à ce qu'on estime être un film d'animation et ce qu'on estime être un film à effets spéciaux. Quelle est la frontière entre les deux? Et je pense que c'était aussi un peu peut-être le sens de ta question. J'aurais bien voulu faire un petit pas de côté sur l'histoire de la capture de mouvement et plus sur une technique qu'on a souvent mis en relation avec la motion et la performance capture. En tout cas, qu'on a tendance à faire appartenir de plein pied aux médias animation, à ce qu'on appelle l'animation assez couramment, c'est la rotoscopie. Donc une technique qui consiste à décalquer les mouvements préenregistrés en prise de vue réelle d'un interprète ou d'une interprète et de les insuffler, si on peut dire, à une silhouette animée. Dans la définition, voilà, entre ce qu'on appelle du coup les effets spéciaux et l'animation, et ce qui ferait appartenir une technique à ce que tu appelles le cinéma virtuel et l'autre à l'animation. Enfin, j'espère que ma question est à peu près claire. Alors, pour rappel, peut-être, parce que c'est important de le signaler, la rotoscopie, c'est quand même une technique qui remonte à loin, puisqu'elle a été brevetée en 1915, en tout cas le brevet a été proclamé en 1917. En fait, la rotoscopie, qui se sert d'une forme de décalque, qui permet de décalquer image par image un corps qui a été photographié au préalable, on l'a souvent prise comme point de comparaison à la motion et à la performance capture dans une perspective de critique. C'est-à-dire que bien souvent, les critiques de cinéma qui essayaient de discréditer ces technologies contemporaines tendait à dire, on n'arrête pas de dire que c'est nouveau, que c'est une révolution, que ça va changer complètement la face du cinéma. Ouais, enfin bon, ça a juste 100 ans, en fait, cette technique, c'est juste la rotoscopie. C'est-à-dire qu'on a un acteur ou une actrice réelle qui est filmé, puis ensuite on va positionner dessus un corps graphique qui va bouger comme elle. Mais en fait, finalement, c'est exactement la même chose que Max Fleischer faisait à l'époque, quand il a réalisé la série des Out of the Inkwell, par exemple, ou le clown Coco, dans cette série qui date de 1919, qui a été produite entre 1919 et 1929. Le clown Coco était interprété donc par le frère de Max Fleischer, Dave Fleischer, et donc il jouait devant la caméra, il faisait des acrobaties, etc. Et puis par la suite, les animateurs décalquaient image par image le corps pour lui donner l'apparence d'un clown dessiné. Et en effet, quand on regarde certains films du cinéma virtuel, enfin de la performance capture en tout cas, on voit bien que l'une des possibilités dominantes, ça a été de donner à des corps une apparence qui ne correspondait pas corporellement à ceux qui impulsaient le mouvement. Alors on a parlé de Beowulf, on peut évoquer par exemple le fait que Ray Winstone, qui joue le rôle principal, est un acteur qui est un peu d'embonpoint, qui est petit, et il va incarner un guerrier viking très grand, avec une musculature proche d'un Arnold Schwarzenegger. Voilà, il y a une forme de décalage total entre les deux corporéités. Mais en fait, c'est l'expression, encore une fois, du corps, l'expression de la voix, l'expression du visage qui va être traduite par le biais de cette figurine graphique. Mais dans le même film, Ray Winstone va également interpréter le dragon, qui est très clairement une forme de projection allégorique du personnage. Donc il y a une forme de cohérence dans le fait de faire interpréter à l'acteur ce rôle. Un an auparavant, dans le film Monster House de Jill Kennan, on a par exemple une maison hantée qui est en fait habitée par l'esprit d'une femme défunte. Et en fait, la maison, à un moment donné, va se comporter comme une personne réelle. Ses fenêtres vont devenir des yeux, la porte va devenir une bouche, et les expressions de la maison vont être données par l'actrice Kathleen Turner qui l'interprète. Et quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que quelqu'un comme Gene Kelly avait fait à l'époque, en 51, si je ne dis pas de bêtises, dans Invitation to the Dance, dans lequel à un moment donné, il va danser avec un serpent, dessiné bien sûr, donc lui est en prise de vue réelle, le serpent est dessiné, et ce serpent, qui n'a pas du tout la morphologie humaine, va, par son mouvement, rappeler en fait la danse de Gene Kelly, parce que lui va être rotoscopé pour justement projeter son mouvement dans la figurine graphique. Donc là, évidemment, quand on voit ça, on se dit, bah oui, finalement, la motion capture, ce n'est rien d'autre qu'une relecture de la rotoscopie, une relecture moderne, certes, mais c'est une relecture. Alors, ce postulat, que j'entends sur certains points, il se tient sur bien des aspects, je me porte un peu en faux à son encontre parce qu'il est pas tout à fait juste non plus. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il se tient, mais du point de vue des imaginaires de l'image que ces deux techniques mettent en jeu, il me semble qu'il y a une différence fondamentale. C'est-à-dire que la rotoscopie, on l'a vu, c'est une caméra qui filme quelqu'un, et donc cette prise de vue va être projetée, rétro-projetée sur une feuille semi-transparente, et le dessinateur va donc décalquer image par image cette vue photographique qui a été réalisée auparavant. Donc il y a bel et bien une prise de vue qui a été réalisée, qui est filmée sous un angle particulier. On choisit la position de la caméra et on filme un corps. Donc le corps, il est filmé de face, il est filmé de profil, il est filmé de trois quarts, et après on peut plus retoucher à ça.
C'est-à-dire que le décalque va s'adapter concrètement à la prise de vue qui a été filmée au départ. Ce qui veut dire qu'un film utilisant la rotoscopie est à la fois un film d'animation, puisqu'on a bel et bien de l'animation de dessin image par image, mais c'est simultanément de la prise de vue réelle parce qu'on a bel et bien une prise de vue cinématographique qui a été réalisée. Donc c'est les deux à la fois. C'est de l'animation et de la prise de vue réelle. Alors qu'avec la motion capture, il y a quand même un problème, c'est que on peut pas vraiment dire que c'est de l'animation parce qu'il y a un acteur qui véritablement est lié à la figure graphique, mais en fait une fois que le corps de synthèse il a été collé ou qu'il a adhéré au squelette numérique, en fait il s'adapte au mouvement, c'est-à-dire qu'il y a un travail image par image. On pourrait y revenir peut-être, mais théoriquement en tout cas il n'y a pas de travail image par image qui est censé être fait, donc c'est pas un corps qui est animé par un animateur, mais bel et bien rendu vivant par un acteur ou une actrice. Et simultanément, le problème il se joue aussi du côté de la prise de vue, c'est que comme il n'y a plus de caméra sur les tournages en motion ou en performance capture, il n'y a plus non plus de point de vue spatialement ancré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une caméra qu'on va positionner quelque part, tout est capté à 3 dimensions, tous les récepteurs vont donc trianguler le jeu des acteurs et des actrices, et du même coup, ce qui va en résulter, c'est une image à 3 dimensions sur laquelle on pourra, a posteriori, positionner un point de vue. Donc on pourra, une fois que la prestation des acteurs a été réalisée, c'était le point que je voulais évoquer tout à l'heure, et je vous disais qu'on y reviendrait, une fois que la prestation a été effectuée, le cinéaste est libre de choisir le point de vue qu'il souhaite poser sur ses acteurs et ses actrices. Donc il peut positionner sa caméra où il veut, il peut tester, il la met au-dessus, il se rend compte que ça marche pas, il la met en contre-plongée, non ça marche pas non plus, il va tester avec un mouvement de caméra, ah ouais c'est mieux, et ben on va garder cette prise là, etc. Donc il y a toute une gamme de possibles de mise en scène qui émane d'une prestation qui elle est immuable, qui a été actée, choisie par le metteur en scène, qui dit cette prestation elle fonctionne, c'est ce moment de jeu d'acteur que je veux conserver. Et maintenant, dans un second temps, je divise la partie mise en scène en deux, si on veut. Dans un second temps, je vais donc choisir mes axes de prise de vue, choisir mes mouvements de caméra, ma lumière, etc. Donc je conçois la mise en cadre après coup. Mais du même coup, on voit que c'est pas du tout la même logique qui résulte entre les deux. D'un côté, on a un imaginaire à la fois du décalque et un imaginaire de la prise de vue cinématographique. De l'autre, on a plutôt un imaginaire du costume, puisque c'est ça l'idée, c'est que c'est un costume numérique qu'on pose sur un acteur. Et on a un imaginaire plutôt scientifique de captation à 3 dimensions d'un corps, qui n'est d'ailleurs pas sans faire écho à des expériences de physiologistes du 19e siècle, comme Étienne Jules Marais, Edward Muybridge, qui cherchaient justement à comprendre le mouvement, à le capter de manière scientifique, à ne pas chercher à restituer ce que produisait éventuellement le corps tel qu'on le voit dans la réalité, mais chercher vraiment à l'étudier, à le comprendre. Et du même coup, on a plus un imaginaire scientifique qui en résulte, ce qui fait que la performance capture n'est finalement ni de l'animation, ni de la prise de vue réelle, parce qu'il n'y a plus de prise de vue. Contrairement à la rotoscopie qui était l'un et l'autre. Donc ça a beau être semblable a priori, en fait c'est extrêmement dissemblable si on étudie précisément ces technologies. Un moment dans votre ouvrage, pour les personnes qui veulent chercher ces pages 276, où vous faites référence à un film, Alita Battle Angel. Vous mentionnez que les performances acrobatiques des plans, qui sont impossibles pour une caméra réelle, dénoncent une intangibilité des corps. Pour revenir un petit peu à cette expérience de la motion capture et plus particulièrement de la performance capture, qui effectivement crée une relation très très spéciale avec les œuvres qu'on regarde, pour une technologie qui a une petite vingtaine d'années. La semaine dernière, j'ai regardé pour la première fois le drôle de Noël de Scrooge, Christmas Carol, et effectivement j'ai eu cette sensation très très bizarre, cette sensation de vallée de l'étrange, en assistant au personnage joué par Jim Carrey, en assistant à sa personnification virtuelle. Et ça me donnait un côté une impression de jeu vidéo, quelque chose vraiment de bizarre, de presque de l'expérimentation peut-être de cette technologie, de sa jeunesse, vraiment au sens de sa pratique toute fraîche. Je me demandais si ça donnait aussi une réflexion différente en tant que critique pour penser ça. Est-ce que les outils du cinéma, de critique du cinéma sont les mêmes? À quel point est-ce qu'ils changent? Et quels nouveaux outils vous utilisez justement pour décrire ces phénomènes nouveaux que, en tant que spectatrice, on a même du mal à appréhender, à voir, à comprendre, à saisir, parfois même à suivre. Ça me faisait me demander comment vous arriviez à mettre en place une sélection d'outils pour traiter ces informations toutes nouvelles et surtout
avec un mot que vous employez, cet imaginaire avec lequel on n'a pas vraiment l'habitude de jouer ou d'expérimenter au cinéma. Alors, c'est une question assez intéressante que je me suis pas vraiment posée dans ces termes. Je sais même pas si je vais pouvoir apporter une réponse satisfaisante, mais je vais essayer d'y réfléchir en même temps que je vous parle, parce que je pense que je l'ai fait, mais de manière assez, j'allais dire instinctive, de manière non concertée avec moi-même. Voilà, je me suis pas posé des questions sur les outils à proprement parler, même si on va y revenir, il y a tout de même un outil que je propose en fait dans cet ouvrage, peut-être pour cette raison, parce qu'il me semblait qu'il y avait besoin justement d'avoir des nouveaux mots peut-être pour désigner ce qui était particulier dans ces images. En tout cas, du point de vue du vocabulaire critique, peut-être parce que c'était le début de ta question, qu'il y a quand même quelque chose qui a, tu l'as très bien dit, qui a surgi dans ces années 2000 au moment de l'apparition de ces films, c'est le concept de vallée dérangeante, ou de vallée de l'étrange, Uncanny Valley en VO, qui était une manière simultanément de dénoncer l'esthétique de films dont certains critiques voulaient justement minimiser l'importance, que ce soit dans les cahiers du cinéma ou dans d'autres revues, hein, c'est parce que c'était justement un cinéma trop différent qui ne se connectait plus à l'imaginaire basinien de la prise de vue comme étant le témoin de quelque chose. Là, pour le coup, l'écran synthétique que représentaient ces corps créés informatiquement pouvait poser un vrai problème dans l'appréhension de ces images. On ne retrouvait plus dans les vues cinématographiques qu'on nous proposait alors, on ne retrouvait plus en fait la passerelle vers quelque chose de concret. Et ça a été un des grands débats de l'époque, savoir est-ce que la performance capture proposait une empreinte du réel, du fait qu'il y avait vraiment des personnes qui ont interprété ces rôles, et donc il y a une dimension d'empreinte, ce qu'on qualifie de dimension un peu indicielle, c'est le mot qu'on emploie dans la théorie, pour dire c'est que l'image, on trouve dans l'image un indice du réel, et que grâce à cet indice, on atteste de la réalité de cette image, en fait, de ce qu'elle nous renvoie, ce à quoi elle nous renvoie dans le réel. Donc il y a eu tout un débat là-dessus, et évidemment, dans ce contexte, la notion de vallée de l'étrange, elle a été extrêmement utilisée pour décrire justement ce phénomène un peu bizarre qui fait que plus un être humain dans un film nous ressemble, plus ses imperfections les plus infimes vont nous paraître proportionnellement monstrueuses. Donc je parle d'êtres humains de synthèse, bien sûr. Et effectivement, le traitement photoréaliste de ces films pouvait donner l'impression d'avoir affaire à des répliques extrêmement crédibles d'êtres humains, sauf que parfois il y a un détail au niveau des yeux, au niveau de la peau, qui va faire vriller la proximité qu'on peut ressentir vis-à-vis de ces corps et empêcher de s'y identifier. Sauf que ça a été vu comme quelque chose de négatif. Pour le coup, moi j'y vois quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, je sais pas si on peut parler de nouvel outil, en tout cas, je pense que dans mon appréhension critique de ces films, puisque avant d'écrire cet ouvrage, et avant même d'ailleurs d'arriver à la soutenance de ma thèse, j'ai été fervent défenseur de ces films dans une émission de radio qui est toujours en attendant Godard, émission de Radio Campus Rennes. Et en fait, à chaque fois qu'un de ces films sortait, j'explicitais les raisons pour lesquelles je trouvais ça très beau, malgré tout ce qu'on pouvait dire. Je trouvais qu'il y avait cette espèce de brouillage qu'on trouvait nulle part ailleurs, qui était inédit, qui était de l'ordre de, voilà, d'un nouvel imaginaire visuel. Et je trouvais triste en fait de passer à côté de ça pour la seule raison que ces images ne ressemblent pas à la réalité. Ce qui est quand même un procès d'intention qui est un peu dommageable, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que moi au début, ma démarche, elle était très militante, on va dire. J'ai beaucoup milité pour la défense de ces films, quand bien même je leur trouvais parfois des défauts, hein, c'était pas le problème, mais sur le fond, sur ce qu'ils proposaient en termes techniques, en termes de méthode de tournage et en termes d'évolution de la pensée sur les images, je trouvais que c'était des films qui étaient tout à fait passionnants. Donc c'est pour cette raison que moi je les ai toujours un peu défendus, et encore une fois, y compris quand j'étais un peu déçu. Je me rappelle qu'en 2009, lors de la sortie d'Avatar, j'avais pas été absolument et entièrement conquis par le film. Je l'avais trouvé plutôt, pas limité, mais convenu sur le récit. Mais par contre, ce que j'adorais dans le film, c'est évidemment tout ce qu'il postulait en termes théoriques sur la question du corps réel, sa façon de se transcender par le biais de la synthèse, et donc tout le bilan que tirait ce film de la décennie qui précédait, hein, sur toutes les expérimentations qui pouvaient être faites à ce moment-là. Donc c'est sans doute pour cette raison que ces films, dans ma cinéphilie, ont pu avoir une importance, mais tu l'as bien signalé, les arguments critiques que je pouvais employer pour les défendre n'étaient pas sans doute pas les mêmes que ceux que j'aurais employés pour défendre des films plus traditionnels. Donc évidemment, ces nouvelles images, elles ont un impact sur la façon dont on peut avoir de les traiter, d'en parler, etc. Et alors c'est cette raison qui m'a aussi amené, hein, à proposer cette notion de caméra joystick ou d'esthétique de la caméra joystick.
C'est-à-dire cette impression d'une esthétique de cinéma, plus proche peut-être des imaginaires du jeu vidéo, puisque on était dans la restitution par l'image de sensations qu'on peut trouver quand on joue à un jeu vidéo, c'est-à-dire l'idée de continuité de l'espace, l'impression que cette caméra virtuelle, elle peut s'enrouler autour d'un corps, s'en dégager pour proposer une vue générale, puis replonger dans la situation ludique par la suite. Et il me semblait que ces films-là restituaient en fait cette façon de penser l'espace qui n'est pas propre au cinéma, parce que le cinéma peut pas le faire, techniquement. Ou il peut essayer de le faire, mais il ne le fera jamais dans les mêmes proportions qu'un plan séquence comme celui de la fin des Aventures de Tintin, par exemple, ou la séquence du ticket magique dans le Pôle Express. Il y a là une forme d'exacerbation d'une liberté de point de vue de la caméra que seul le jeu vidéo pouvait proposer en réalité jusqu'à présent, ou le cinéma d'animation, même le cinéma d'animation pouvait le faire, sauf que la différence c'est qu'il n'y avait pas de trace humaine, c'est ça la différence fondamentalement. Là il y a une trace humaine, et donc on combine la trace humaine liée à la prestation actorielle avec ces possibilités infinies en termes de cadrage que l'animation numérique pouvait déjà offrir. Donc c'est une sorte de combinaison du meilleur des deux mondes, et ça c'est ce qui avait été beaucoup défendu par les praticiens, les cinéastes, les personnes en charge de ces films, qui a été central dans ma façon de voir ces films pendant longtemps, de les défendre. C'est un peu ce que j'évoquais au tout début du podcast. Rapidement, je me suis rendu compte que cette dimension militante, elle était très bien du point de vue critique, mais elle pouvait pas se tenir d'un point de vue de la recherche. Ça minimisait forcément le regard que je portais sur ces films, et c'est pour cette raison que dans l'ouvrage, il y a énormément de moments où je prends du recul et où je dis, bah oui, ces formes, elles sont intéressantes, mais dans un même mouvement, elles posent problème aussi, ou en tout cas, elles posent des questions d'ordre idéologique, politique, etc., qu'il importe de mettre en avant, parce que si on le fait pas, on n'a qu'une seule des facettes de la pièce, et du même coup, on n'a pas le point de vue global sur ces films, et on peut pas s'en saisir de la bonne manière. Parce que le problème de ma position militante, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de convaincre tout le monde. Mais oui, mais il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie d'être convaincues par ces films. Et c'est pas grave. Par contre, ce qui m'importe, c'est que ces personnes qui sont pas convaincues par ces films entendent les arguments qui visent à les défendre, et inversement, que les personnes qui défendent ouvertement ces films entendent la raison pour laquelle on va résister. Parce que ça s'explique, encore une fois, épistémologiquement, dans la construction culturelle des individus. On va avoir des attentes liées au cinéma qui ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, bien sûr, entre en ligne de compte dans la démarche de recherche. Et c'est pour cette raison, bien sûr, que ma démarche, elle est plus liée à la recherche scientifique qu'à la critique, même si c'est un exercice que j'aime beaucoup et dont je m'empare avec grand plaisir. Effectivement, le point de vue de critique s'est fait entendre sur ces objets-là. Je pense notamment aux critiques de Mad Movies, qui comprend notamment Julien Dupuis, Arnaud Bordas ou Rafik Djoumi, qui sont cités dans le livre, et qui vont avoir un point de vue qui est très formaliste sur ces objets-là. Ils vont s'attacher vraiment à ce que propose la forme, mais pas la forme dans sa globalité, vraiment la forme en termes d'image et en termes d'esthétique. Il y a même un critique qui s'appelle Yannick Dahan qui va être cité, qui a légèrement tendance à m'agacer sur certains points, mais c'est aussi une question de génération, et j'en ai conscience par rapport à l'étude de ces objets-là. Et à un moment où Yannick Dahan dit qu'il s'intéresse avant tout à l'esthétique dans les films, et que le scénario pour lui c'est accessoire. Et c'est quelque chose que je trouve problématique. Déjà parce que c'est des objets qui, dans leur conception même, sont conçus autour du scénario en termes de forme. C'est-à-dire que c'est pas un cinéma d'avant-garde ou expérimental, comme tu l'as dit, mais plutôt du cinéma industriel, malgré tout, où le scénario va être assez quadrillé, et où, notamment chez Zemeckis, il y a cette idée de la rédemption qui est quand même super commune à énormément de films, sans que ça veuille forcément dire que tout ce qu'il fait soit mauvais, mais qu'il y a quand même cette base-là qui revient, et qu'il y ait aussi à interroger par rapport à ce que proposent ces films-là. Et je trouve que c'est la notion de contrôle qui l'aborde le mieux, c'est-à-dire qu'avec la notion de contrôle, il y a l'idée que ces imaginaires-là, ils apparaissent pas de nulle part, mais ils sont aussi issus de technologies qui viennent de l'armée. Tu cites notamment Paul Virilio en note de bas de page, qui a beaucoup étudié ces questions-là, et qui se ressentent à même les films, puisque par exemple il y a une séquence assez effrayante, j'ai trouvé, dans le Pôle Express, où l'espèce d'imaginaire de l'enfant qui découvre l'usine du Père Noël, c'est vraiment l'usine du Père Noël, avec les lutins qui vont surveiller si les enfants sont gentils ou sont méchants. J'avoue que c'est une scène que je trouve un peu perturbante dans un film pour enfants. Ça me rappelle un peu le dialogue qu'on avait vu avec Agathe quand on discutait de The Illusion of Life, un imaginaire très américain, très middle class, qui va se reproduire notamment, et là je vais rejoindre la thématique du podcast qui est le cinéma d'animation malgré tout, qui se retrouve notamment dans énormément de films, notamment ceux de Pixar, où effectivement, l'imaginaire du monstre qui effraie l'enfant, ça va être une usine. L'imaginaire d'un enfant qui pense dans sa tête, ça va être une usine. Et
que finalement, on fait rêver les enfants à partir d'une espèce de société capitaliste. Et je le dis pas forcément de manière péjorative, mais de manière objective, c'est vraiment ça qui est en jeu dans ces films-là et dans l'imaginaire qui est proposé. Donc, en quelque sorte, que cette technologie-là qui va, dans son discours qui lui est accordé, mettre la primauté sur le contrôle du réalisateur, va aussi valoriser un imaginaire qui est lui aussi très contrôlé et qui obéit à des petites mécaniques, souvent celles du coup des usines, qui de fait invoquent une part un peu plus sombre qui est celle du contrôle. Ouais, tout à fait. Alors ça va me permettre déjà de rebondir un tout petit peu plus sur la question de Corentin, parce qu'effectivement, en réfléchissant, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, qui est assez peut-être évident, mais pas forcément d'ailleurs. Et par rapport à ce que tu précises hein, sur les journalistes de Mad Movies, notamment Yannick Dahan, qui par ailleurs est un peu mon maître à penser, un de mes maîtres à penser. Donc, Désolé. non, mais en fait, ce que tu dis sur la question du scénario, c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il dit pas ça, hein, Yannick Dahan. Il dit pas que le scénario ne sert à rien. Il dit que si le film ne se base que sur le scénario et qu'il n'y a pas de mise en scène derrière, effectivement, c'est pas du cinéma. C'est tout ce qu'il dit. Mais il dit pas que le scénario est inintéressant ou inutile. Hein. Au contraire, le scénario a une importance. Souvent, ces critiques sont très négatives par rapport au scénario lorsqu'il est complètement ridicule ou problématique. Juste un petit détail. Mais c'est surtout par rapport à la manière dont ces critiques vont défendre ces films qui, effectivement, est une manière dont je me suis saisi, moi je me rappelle à l'époque, c'était justement de remettre en avant quelque chose qui s'était pas forcément perdu, parce que les cahiers du cinéma l'ont toujours fait, mais de parler moins du scénario, en effet, que de la mise en scène. Parce que comme c'est une technologie qui permet justement une forme de contrôle absolu, de maîtrise démiurgique du metteur en scène sur son film, ça impliquait que forcément les choix de mise en scène ou de mise en cadre qui allaient être faits étaient totalement pensés de la part de leurs auteurs respectifs. Et du même coup, ça remettait en avant ces spécificités du cinéma, c'est-à-dire le fait que un film, c'était aussi et surtout un point de vue sur un récit, et que là, pour le coup, on est littéralement dans une technologie qui met au cœur de tout la question du point de vue. C'est qu'au départ, il n'y a pas de point de vue, les acteurs jouent, ils ont tous les récepteurs autour d'eux, donc il n'y a pas de point de vue ancré spatialement, donc simultanément, il n'y a pas non plus encore de point de vue véritablement sur ce qui est en train de se produire, de se jouer. Le point de vue, il va se faire dans un second temps, c'est-à-dire qu'il y a une phase où le cinéaste se pose véritablement, il se fait frontalement la question du point de vue. Et du même coup, la question des mouvements de caméra, la question du cadrage, la question du montage, tout cela va avoir peut-être une existence nouvelle, ou en tout cas va être remis en valeur par ces films-là. Je dis pas que les autres le font pas, mais ces films-là remettent ça en avant en disant n'oubliez pas que ça c'était quand même hyper important dans la façon de penser un film. Il n'y a pas que le scénario, il n'y a pas que le fait qu'il y a un récit sympathique, avec des personnages sympathiques, il y a aussi la question de la mise en scène. Ces critiques, hein, ces journalistes, se pensaient un peu en conflit avec des critiques plus grand public, on va dire, qui disaient le film est cool, il y a des bons acteurs, et voilà. Ça, c'est un discours où ils disaient bah non, ça c'est pas intéressant, nous ce qui nous intéresse, c'est de parler de mise en scène. Donc il y a cette dimension formaliste que tu as tout à fait bien relevée. Alors ça c'était pour le premier point, mais pour rebondir sur cette deuxième aspect que tu évoques, que je trouve hyper intéressant, cette question de l'imaginaire du contrôle dont je parle beaucoup dans l'ouvrage, mais j'avais pas fait le lien avec les films Pixar, et tu as tout à fait raison, il y a quelque chose de complètement américain. Alors, cette question du point de vue très américano-centré, ça je l'ai toujours vu dans Pixar, mais j'avais pas fait gaffe à cette question de l'usine, là, c'est formidable, ça c'est une super idée. En effet, on est quand même sur des imaginaires hyper industriels, hyper capitalistes évidemment, dans la façon de penser les choses. Il y a dans ces films cette volonté d'absolument tout maîtriser, tout contrôler, qui fait écho à leur récit de manière évidente, hein, où c'est des films là-dessus, c'est des films qui ne parlent que de ça en réalité, sur la volonté de tout maîtriser, quitte à ce que ça échappe au bout d'un moment, mais l'impression que tout est cadenassé. Beowulf, c'est quand même un film sur une destinée à laquelle on peut pas échapper. Scrooge, il y a cette logique selon laquelle le personnage va être guidé par ses esprits qui vont lui dire quoi faire, qui vont essayer de contrôler complètement les choses, au point où ce personnage va finalement être manipulé pour exister de la manière dont on estime qu'il devrait exister dans sa vie. Bon, le Pôle Express, tu en as parlé, il y a cette séquence extrêmement terrifiante, hein, de la logique de surveillance, comme ça on a ces écrans qui vont filmer les enfants pour voir un peu ce qu'ils font, est-ce qu'ils se comportent bien, etc. Donc ça reste quand même des films dans une logique de contrôle qui est innocente, hein. Et puis même un film comme Tintin de Spielberg est quand même un film qui essaie de se réapproprier la maîtrise de la bande dessinée et de retranscrire le contrôle de l'auteur sur son œuvre, contrôle absolu, puisqu'on le sait, voilà, Hergé, bon, mis à part il y a des décors qui sont réalisés par Jacobs, mais peu importe, Hergé, il a un contrôle sur sa production que Spielberg essaie de retrouver par le biais de la performance capture.
Et quand Spielberg fait Ready Player One, c'est aussi un film là-dessus, qui est aussi un film sur des contrôles fric. Concrètement, le type qui a créé l'Oasis, c'est rien d'autre qu'un type qui veut contrôler absolument tout. Donc il y a cet imaginaire démiurgique dont la performance capture se fait le creuset concrètement, hein, se fait la caisse de résonance, si l'on veut. Il y a aussi un autre aspect qui est celui des modèles qui sont au centre du volume de capture du mouvement. Enfin, c'est-à-dire le corps de l'acteur peut lui-même se retrouver être au corps de la machine, être un peu démantibulé comme ça par les différents voxels qui vont composer son modèle 3D et on voit l'acteur se faire déposséder un peu de son actualité. Enfin, il me semble que c'est le cas de Bruce Willis qui, depuis sa retraite anticipée, met son image au moins à disposition. Ça a fait aussi penser à un film, Le Congrès, pardon, d'Harry Folman, voilà, qui suit le parcours d'une actrice un peu sur le déclin, il me semble aussi confrontée à l'essor de nouvelles technologies qui se voit contrainte de vendre en fait son modèle 3D et de contractualiser ce que ce modèle serait autorisé non pas à faire. Et son avatar, sa persona même, travaille dans des espaces virtualisés sur lesquels elle ne peut pas influer. C'est un peu me faire l'avocat du diable que d'évoquer cette problématique, mais enfin, c'est quand même important, je pense, de le prendre en compte parce que ça peut être une des dérives de cet imaginaire du contrôle si on le prend un peu au premier degré, disons. Oui, tout à fait. Bah, c'est un peu la question, bah, tu l'as dit, hein, de la dépossession du corps, l'impression de corps qui sont littéralement traqués, hein, parce qu'on parle de tracking, évidemment, pour ces technologies. Ils sont traqués à même le volume, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas échapper, finalement, à la maîtrise démiurgique du metteur en scène, au point même où ils peuvent être manipulés en termes d'image, et ils acceptent cette manipulation, hein, concrètement. Au point même, si on va jusqu'au bout, hein, où le mouvement des acteurs peut être même trafiqué, ce qui était le cas au début, hein, quand la technologie n'était pas encore complètement au point, bah, des fois il y avait des pertes de signal. Bah, quand il y a une perte de signal, bah, il faut bien compléter le mouvement, et du même coup c'est les animateurs, les informaticiens qui créaient le mouvement, qui allaient compléter donc, ce qui avait été perdu. Parfois même, au début, on était obligé de même pas se servir des données, et donc de réanimer complètement le personnage par la suite. Bref, il y avait effectivement des problèmes qui s'étaient posés, et qui ont d'ailleurs créé des polémiques énormes, hein, sur la disparition des acteurs au profit des acteurs virtuels, hein, ce qu'on appelait à l'époque les synthespians. Donc il y a voilà, tout un enjeu culturel et sociologique aussi, hein, qu'il fallait prendre en compte. Et puis il y a bien sûr, au-delà même de cette réappropriation des corps, il y a cette exploitation que je pourrais qualifier de spectaculaire capitaliste, où on va effectivement utiliser le corps qui a été capté pour produire une forme spectaculaire qui va faire attraction pour elle-même. Alors, tu parles du Congrès, qui le diégétise, hein, qui en fait le moteur de son récit concrètement, qui en fait le moteur de son monde, hein, du monde du récit. Mais on pourrait évoquer un film comme Matrix Reloaded, qui le fait également, qui va numériser la prestation de son acteur principal, donc Keanu Reeves, pour, lors de certaines séquences de bagarre, par exemple celle contre les centaines d'agents Smith au milieu du film, on va essayer d'exploiter, encore une fois, d'un point de vue spectaculaire, ce corps qui a été capté numériquement pour le soumettre en fait au film. Et dans Matrix, on le sait, le film c'est la matrice. Enfin, je veux dire, il y a un lien entre les deux qui est absolument évident. Du même coup, même si le personnage est surpuissant, que c'est un super-héros, ben, ses super-pouvoirs, ils sont complètement assujettis au fait qu'il est prisonnier de la matrice. Donc il y a une dimension de contrôle évidemment qui est évidente. Dans le Congrès, c'est clairement le sujet du film, donc je veux dire, ce serait la palissade que de le commenter, mais voilà, on est quand même face à ce personnage qui abandonne son image au studio, qui désormais peut faire absolument tout ce qu'ils veulent, donc qui est en fait une sorte d'exploitation terminale, on va dire, de l'actorat ou de la star, dans un contexte capitaliste qui est celui d'Hollywood, concrètement. On y revient à cette logique extrêmement américaine, évidemment, ici. Quelque chose que j'ai trouvé aussi assez intéressant dans le livre, c'est que on parle quand même du cinéma numérique comme une manière de révolutionner la manière dont on pense le cinéma, mais au final, on se rend compte que cette technologie, en lisant le livre, elle est finalement marginale. Et c'est montré dans une dernière partie qui est là quand même pour montrer plutôt que le cinéma virtuel a des possibilités plastiques et graphiques, esthétiques qui sont véritablement importantes. Et dans la majorité des films, ces séquences virtuelles se contentent de quelques segments de films, dépassent rarement l'effet spectaculaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans un dernier point, dans la conclusion de l'ouvrage même, tu reviens sur le film Speed Racer et qui évoque également le film Avalon de Mamoru Oshii, mais Speed Racer des sœurs Wachowski est un film qui est pensé, entre autres, comme un film du cinéma virtuel, enfin qui s'ancre dans le cinéma virtuel, qui s'ancre aussi dans une manière de faire le cinéma qui est un peu clinquante et tape à l'œil, qui est le style des Wachowski avant Cloud Atlas,
qui s'ancre aussi dans ce qu'on appelle le vulgar auteurism, qui a désigné des tas de cinéastes de Tony Scott à Paul W.S. Anderson, des cinéastes qui vont travailler la facticité et les effets spectaculaires, quitte à créer une esthétique qui est peut-être vulgaire, mais qui crée des effets graphiques assez stupéfiants. Et c'est totalement le cas dans Speed Racer, qui, pour le coup, s'inspire de manière explicite du cinéma d'animation, avec une logique de calque qui apparaît avec des personnages qui se superposent les uns aux autres pour faire des transitions d'un plan à l'autre, même s'il y a aussi cette idée de projection dans l'espace, avec une voiture qu'on va suivre au fur et à mesure d'une course effrénée et qui va travailler une forme d'espace qui va passer d'une route très concrète à des figures abstraites. Donc un jeu entre le réel et l'irréel en quelque sorte. Et dans Avalon de Mamoru Oshii, c'est plutôt des petits effets qui vont apparaître ça et là, à travers un cinéaste qui se pense majoritairement à travers son œuvre d'animation, même s'il a fait énormément de films malgré tout, avec notamment un effet, je me rappelle du livre de Thomas Lamar qui a travaillé sur le cinéma d'animation japonais, où en gros il va y avoir une explosion, et cette explosion, quand la caméra va se décaler, on va remarquer que finalement l'espace, c'est une sorte de diorama, où cette explosion-là, c'est comme une forme de papier découpé ou quelque chose du genre, qui finalement n'a aucune matière. Et c'est ça qui me questionne, c'est que finalement le cinéma dominant, qui est le cinéma dans lequel s'est développé le cinéma virtuel, adopte pas du tout les données esthétiques qui pourraient être de l'ordre aussi de l'avant-garde, pour privilégier totalement une esthétique finalement de la reconnaissance d'un monde qu'on essaye de rendre quand même crédible. Oui, oui, alors il y a plein de choses dans ce que tu dis ici, mais voilà, la première sur laquelle je peux rebondir, c'est cette différence d'ailleurs que je fais hein, entre la cinématographie virtuelle et le cinéma virtuel, qui à mon avis sont pas la même chose. Et en effet, il y a énormément de films de grand public, spectaculaires, blockbusters, qui vont utiliser la cinématographie virtuelle dans quelques séquences pour faire attraction, pour faire spectacle. Et donc la cinématographie virtuelle, c'est les technologies type performance capture, bullet time, etc. Donc qui vont créer hein, cet effet d'espace cinématographique à 360 degrés dans lequel on peut naviguer a posteriori. Ça, c'est la cinématographie virtuelle. Et le cinéma virtuel, bien sûr, c'est une conception. C'est plus global. C'est pas seulement des séquences. C'est de penser le film d'une certaine façon. Et c'est sans doute pour cette raison que tu as raison. J'estime beaucoup plus que Speed Racer est un film de cinéma virtuel plutôt qu'un film faisant usage de la cinématographie virtuelle, même si dans les faits c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt un film à effets spéciaux dans lequel il y a de la cinématographie virtuelle. Mais bizarrement, je trouve que c'est un film qui correspond plutôt à l'idéal de ce que pourrait être le cinéma virtuel. Et là se pose d'ailleurs une autre question, c'est un des autres points dans ce que tu dis qui me paraît saillant, c'est que il y a une distinction à faire en fait, pas seulement en termes techniques, mais en termes d'usage de ces techniques, c'est-à-dire en termes d'imaginaire, encore une fois, formel des films. Il y a une différence fondamentale, par exemple, entre l'utilisation de ces technologies de cinématographie virtuelle dans des Marvel, par exemple, qui se réclament d'une forme de réalisme cinématographique dans lequel ces techniques-là vont avoir un aspect un peu saillant pour spectaculariser les choses, et dans un film comme Speed Racer, où là, pour le coup, il y a une vraie volonté de proposer une esthétique de cinéma d'animation, comme tu l'as dit. Et la question qui se pose, c'est, ok, mais c'est quoi un imaginaire du cinéma d'animation? Et Speed Racer, c'est exactement ce genre de question qu'il pose, parce que concrètement, et certes, il y a beaucoup de décors qui sont conçus par ordinateur, il y a beaucoup de retravail de couleurs, etc. Mais finalement, le fait qu'on puisse assimiler le film à un objet d'animation nous interroge sur ce qu'on estime être l'animation. Est-ce que c'est juste parce que c'est extrêmement coloré? Est-ce que c'est parce que les corps sont assez lissés dans leur traitement visuel? Est-ce que c'est les situations? Est-ce que c'est les appels de pied faits à l'animé, au manga, etc. Donc est-ce que c'est l'imaginaire culturel qui fait l'animation ou est-ce que c'est la technique? Et ça, c'est un des enjeux forts, il me semble, hein, du cinéma le plus contemporain, que de poser ces questions-là. Tu évoques le film Avalon, et très clairement, Avalon, c'est un film qui pose question à ce niveau-là. C'est quand même, quand Mamoru Oshii réalise ce film, il dit quoi? Il dit, ce que je veux faire avec Avalon, c'est, je veux réaliser un film en prise de vue réelle, comme si je faisais un film d'animation, qui est l'inverse de ce qui se fera quelques années plus tard, quand il fera Ghost in the Shell 2, et qui dira, je veux faire un film d'animation comme je fais un film en prise de vue réelle. C'est assez génial. La raison pour laquelle il justifie ces deux phrases, c'est que pour Avalon, il dit, je veux faire ça comme un film d'animation, parce qu'en fait, je veux une maîtrise absolue. Je veux maîtriser chaque ombre, chaque effet de lumière, chaque diorama qui compose le film, avec une dimension hyper avant-gardiste, effectivement, dans le traitement visuel, etc. Donc, je veux faire un film qui, certes, repose sur la photographie ou l'image photographique, mais qui est en fait, dans les faits, dans la pensée, un film d'animation.
parce qu'il y a cette maîtrise absolue. Et inversement, dans Ghost in the Shell 2, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il fait la même chose que le cinéma virtuel. C'est-à-dire que ça a beau être un film d'animation, il le pense comme un film de cinéma virtuel. On a des séquences où il va fabriquer un espace à 3 dimensions, en synthèse, dans lequel il va d'abord penser ses mouvements de caméra, en disant voilà, je veux avoir un mouvement qui va faire ça, etc. Je veux faire en sorte d'avoir un vrai espace. Donc, comme en prise de vue réelle, j'ai un espace concret dans lequel je positionne une caméra, et cette caméra, je peux la bouger, je peux essayer des choses, et je vais pas risquer de tomber sur un technicien ou autre. Donc c'est comme le cinéma virtuel, c'est qu'on est dans cette espèce de conception numérique de l'espace dans lequel on peut bouger sa caméra virtuelle comme on veut. Il y aura jamais un technicien qui va apparaître dans le champ pour tester toutes les possibilités. Oshi fait la même chose, il teste tout, et quand il a trouvé le mouvement de caméra qui lui convient, il fait l'animation des personnages qui vont rentrer dans cet espace. Donc il pense son film comme un film en prise de vue réelle, ce qui veut donc dire que la performance capture, même si on l'a beaucoup rattaché au cinéma d'animation pour plein de films, on l'a évoqué tout à l'heure, elle est fondamentalement pensée comme une technique de mise en scène de cinéma en prise de vue réelle. C'est-à-dire que finalement, ce qui en résulte, c'est une mise en scène classique, où le cinéaste va poser une caméra dans l'espace. Alors certes, il a plein de liberté, il peut faire ce qu'il veut, mais il propose finalement un point de vue sur la situation. Il propose un point de vue de cinéaste. Donc ce qui fait que le film qu'on reçoit en salle n'est absolument pas révolutionnaire. C'est un film traditionnel, c'est juste que la technique qui a permis de le fabriquer était, elle, révolutionnaire. Mais cette technique, elle s'efface derrière le film. Donc ça, c'est un peu la problématique de l'ouvrage, bien sûr, mais tu vois, l'exemple que tu prends de Oshii, je le trouve intéressant, parce que justement, il révèle ce paradoxe. Et surtout, ce que Oshii révèle, c'est des imaginaires particuliers qu'on rattache à des formes. Ce qu'on rattache à l'animation, ce qu'on rattache à la prise de vue réelle, finalement, ce ne sont que des idées reçues. En gros, l'animation, c'est la maîtrise absolue. En gros, la prise de vue réelle, c'est positionner une caméra dans un espace. Bah ouais, mais on voit que la performance capture, elle rebat les cartes complètement de ça. On se dit finalement que on peut faire un film pensé comme de la prise de vue réelle mais avec une maîtrise absolue, et inversement, on peut réinjecter en fait de l'animation dans un film qui se pense comme de la prise de vue réelle. Donc l'exemple de Speed Racer, je le trouve marquant là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que je finis l'ouvrage sur cet exemple, c'est que c'est un film qui pour moi est plus proche du cubisme que du cinéma. C'est un film qui est tellement particulier dans sa mise en scène qu'il est inédit dans sa forme. Et d'ailleurs, je renvoie au magnifique ouvrage de Julien Abadi sur le film, que je cite en disant, bah voilà, concrètement, c'est la suite logique dans la lecture de cet ouvrage, parce que je pouvais pas me permettre de développer autre chose. Abadi a tout dit, en fait, sur le film. Il a une vision que je trouve très très belle, et donc je voulais pas épiloguer sur Speed Racer, quand même c'est pour moi un des films les plus importants de ces dernières années. Pour passer à quelque chose de différent, il y a de plus en plus de réalisations, disons, d'artistes, de jeunes artistes qui mélangent de temps en temps les prises de vue réelles et l'animation. L'animation, disons, stricte semble, elle, un peu plus accessible, avec des divers outils qui permettent d'animer des films, des images de manière peut-être plus évidente qu'il y a quelques années. Alors on peut imaginer des groupes d'étudiants et d'étudiantes où une personne va s'occuper de l'animation, d'autres de la musique, et d'autres des prises de vue réelles, comme ça, des choses qui s'amplifient, se mélangent un petit peu. Et on se posait la question sur un outil, disons peut-être encore plus récent, sur ce que peut-être vous en pensiez ou ce que vous aviez à en penser. C'est sur les créations d'images par intelligence artificielle. Alors, je vais pas citer leur nom, mais c'est sur ces événements de mélange d'images qui créent des univers dans lesquels on semble pouvoir se mouvoir par ordinateur, presque comme là aussi, hein, l'impression qu'on a dans notre éducation, presque comme dans des jeux vidéo, mais avec des images qu'on a choisi de générer, qui vont s'auto-générer même, qui vont se nourrir pour créer comme ça des déambulations dans des univers inventés ou plutôt qu'on aura chacun et chacune inventé, qui appartiennent à notre imaginaire, mettre en image, pour le dire d'une autre manière, mettre en image notre imaginaire. Alors, on se demandait si vous considériez ça peut-être comme du cinéma virtuel, ce que vous en pensiez, ce que vous pouviez avoir à en dire. Alors ouais, c'est une question à laquelle j'ai pas encore trop réfléchi parce que ça me fait trop peur. Compréhensible. Concrètement. Mais pour répondre simplement, non, je pense pas que ce soit du cinéma virtuel parce que dans le mot cinéma virtuel, j'entends quand même la notion de cinéma. Et quand je dis cinéma, je pense qu'il y a quelqu'un derrière en fait. Je pense qu'il y a encore de l'humain, je pense qu'il y a encore les acteurs, les actrices, je pense qu'il y a encore les réalisateurs, les réalisatrices qui proposent un point de vue. Et que s'il y a plus de point de vue, il me semble qu'il y a plus de cinéma. Alors c'est un moment
qui est très intéressant dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui, hein, qui va soulever, je pense, beaucoup de questions et qui va être déterminant, je pense même pour l'avenir des arts de manière générale. Ce que je peux mettre en évidence, peut-être moi, dire que j'ai une forme de responsabilité là-dedans, c'est pas ça, mais dans la manière dont j'ai toujours défendu le cinéma virtuel, j'ai aussi toujours mis en évidence le fait que, pour moi, si c'était aussi intéressant cette technologie et les films qui en résultent, c'est parce que pour moi c'était une forme d'impasse esthétique et culturelle dans l'évolution des formes numériques. Il me semblait que quand on a commencé à parler de cinéma numérique au détour des années 2000, on mettait pas assez en évidence les dérives du cinéma numérique. Et il me semble que le cinéma virtuel est un point d'aboutissement absolu, mais je dis pas ça au sens que positif, hein, c'est le point d'aboutissement, c'est-à-dire une sorte de point terminal, une sorte de terminus à la révolution numérique, parce que justement, après ça, après le cinéma virtuel, il y a quoi? Bah, il y a la disparition de l'artiste en fait. C'est-à-dire qu'une fois que l'auteur peut tout maîtriser, absolument le moindre détail, il peut donc refaçonner entièrement son film a posteriori, donc il a ce contrôle absolu. Bah, le truc, c'est qu'une fois qu'il y a ce contrôle absolu, finalement, est-ce que le cinéma reste toujours aussi intéressant comme forme artistique? Est-ce que ce qui est pas beau aussi dans le cinéma, c'est ce qui échappe? C'est ce qui, justement, est de l'ordre de l'accident du réel, de quelque chose qui va jouer de la collectivité créatrice. C'est-à-dire le fait que le cinéaste va devoir composer avec les preneurs de son, les cadreurs, les différents techniciens qui sont là, et il faut travailler ensemble. Et la beauté du cinéma, c'est aussi le fait que ça, c'est des contraintes, et que de ces contraintes naissent des idées. Là, avec le cinéma virtuel, il n'y a plus de contraintes. Il n'y a plus aucune contrainte. C'est une vraie question. C'est-à-dire que finalement, ok, les films qui en résultent, je les trouve intéressants. Je trouve qu'ils proposent des pistes tout à fait passionnantes. Et puis, ils sont faits par des auteurs, plus moi que j'aime bien. Donc, ça, c'est autre chose. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que dès lors qu'il n'y a plus de contraintes, est-ce qu'il peut encore y avoir de l'art? Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, où on a cette disparition réelle de l'artiste qui produit les images, c'est ça l'étape suivante. C'est-à-dire que oui, s'il y a plus de contraintes, s'il n'y a plus rien, est-ce qu'il peut encore y avoir un auteur? Et s'il n'y a plus d'auteur, bah c'est quoi? Bah c'est les IA. On y est. Et on est dans ce moment où les choses vont se reconfigurer sans doute, où je l'espère, on va reprendre conscience que il y a besoin de remettre en avant l'humain dans la création artistique. Auquel cas, moi je pense qu'on va dans une direction qui est très inquiétante et où on risque effectivement de perdre de vue l'artisticité du cinéma, des images, des séries télévisées, de tout ce qu'on veut finalement, de tout ce qui fait qu'on se nourrit aujourd'hui culturellement et qui fait qu'on vit en tant qu'être humain. Bah une fois que tout ça va disparaître, qu'est-ce qui va rester de nous en tant qu'être humain? Bah je ne sais pas. Parce que moi j'ai tendance à croire que l'art nous définit concrètement en tant qu'être humain. Donc si l'art disparaît, qu'est-ce qui va rester de l'humain? Je ne sais pas trop. Bon, c'est une note un peu, un peu catastrophiste et pessimiste, mais j'espère, en tout cas moi je suis assez positif malgré tout là-dessus. Je pense qu'il va y avoir une réaction très forte. Je pense que ça pourra pas s'enraciner, cette vision. Ça existera. Là, il va y avoir une sorte de hype autour de ça. Ça va exister peut-être pendant quelques années, pendant 2-3 ans. Ça va aller très loin. Puis à un moment donné, il va y avoir un point de non-retour et des gens vont s'insurger contre ça. Des artistes vont dire stop, ça suffit. Et on en revient à d'autres formes. Et des choses vont s'inventer. Peut-être pour combiner, pour essayer de trouver des solutions. Comment exploiter ça? Ce qui s'est passé avec le son. On s'est dit, le son est en train de détruire l'artistique du cinéma. Comment faire? Eh ben, il faut trouver des solutions. On va réinventer la place du son, etc. On est dans des moments un peu comme ça. À chaque fois, on s'adapte. On voit quelque chose. On peut pas échapper à cette évolution. Et ben, du coup, on va être inventif pour l'intégrer à des formes pensées par les êtres humains. Parce que sinon, il n'y a plus d'art. Sur cette note humaniste, je vous propose qu'on passe aux recommandations. Les recommandations, comme d'habitude, on recommande une œuvre, un événement, un fait, une chose, quoi qu'il en soit, quelque chose qui nous a marqué récemment. Je propose qu'on commence par Jean-Baptiste, honneur aux invités. Bah moi je vais juste citer une BD que j'ai lue hier, enfin que j'ai terminé hier, et j'ai pris un gros pied, c'était incroyable. Je conseille donc, c'est le Batman Dark City, donc Chip Zdarsky, c'est dur à dire, au scénario et au dessin, j'ai oublié, Jorge Jiménez je crois. C'est mortel, c'est un des meilleurs Batman que j'ai vu depuis bien longtemps, qui est la continuité logique dans la narration de la série Batman, où en gros on explore, on part du principe que Batman a un plan pour absolument tout. Évidemment, on sait qu'il a tous les plans pour vaincre la Justice League, etc. Il sait comment, il sait se préparer à toute éventualité. Sauf qu'à un moment donné, on se demande, oui, mais si Batman lui-même pète un câble, qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce qu'il a prévu un plan? Bah oui, en fait, il a prévu aussi un plan pour ça. Et donc, c'est une BD autour de ça. Quel est le plan qu'il a prévu? Et ça va très 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 loin. C'est une série en cours. Et c'est juste formidable en termes de dessin et de scénario, c'est aux petits oignons. Gros plaisir, voilà, je vous conseille. Alexandre?
Alors moi, c'est plus un événement en cours. J'aime beaucoup ce qui se passe au sein des projections donc de Comptoir du Doc qui en ce moment propose des séances dont les bénéfices sont reversés à différentes caisses de grève. Donc j'espère quand même que ça ne devra pas durer trop longtemps malgré tout, enfin, ce qui fait mon sentiment assez partagé. Mais j'aimerais quand même noter aussi la bonne découverte notamment que j'avais faite, c'était au ROUF, ils avaient passé Avec le sang des autres de Bruno Muel, donc qui est un film qui avait été réalisé, enfin qui est sorti en tout cas en 74 et réalisé par Bruno Muel et les ouvriers et techniciens du collectif Medvedkin, donc qui était au cours des années 70 un groupement comme ça à la fois ouvrier et technicien né de l'impulsion de Chris Marker qui consistait en fait à permettre aux ouvriers de prendre un peu possession des moyens du cinéma, des moyens de production du cinéma afin de parler de comment ils souffraient, comment ils étaient opprimés par les moyens de production industrielle. Donc là en l'occurrence c'était avec le sang des autres, ça parle des usines Peugeot à Sochaux et de la façon dont les usines et la famille Peugeot en fait contrôlent absolument toute la ville, le quotidien, voire même la vie de l'école jusqu'au cercueil Peugeot. Enfin, le film est assez effrayant de ce point de vue-là, mais permet aussi de prendre la pleine mesure de ce qu'a pu être le monde ouvrier malheureusement à une époque. Et au moment où on est en train d'enregistrer a lieu la seconde projection, donc c'est un film de Aurélien Hainaut qui s'appelle Détruire Rajeuni, que du coup je ne pourrais pas voir mais que j'aimerais rattraper par curiosité. Comptoir du Doc, qui est une association rennaise. Tout à fait, oui, j'ai oublié de le préciser, merci Simon. Coco ? Ma recommandation, ce sera pas vraiment un film, ce sera 3 films ou plus encore. C'est un projet vidéo qui a été initié à la fin des années 80 au Brésil par un Français, Vincent Carelli, qui a décidé d'apporter dans les villages des peuples autochtones les outils pour réaliser leurs propres films, pour pouvoir aussi bien filmer leurs rituels que filmer les attaques des garimperos, des personnes qui venaient attaquer pour récupérer de l'or les villages, ou encore pour dénoncer ensuite politiquement ce qui leur arrivait. Il y a une trilogie de films, Corumbiara, Martirio et Adieu Capitaine. Adieu Capitaine, peut-être il est possible de le voir, il est en train de sortir, donc peut-être il est possible de le voir dans les festivals. Et chacun de ces films de manière différente et de manière peut-être un peu plus assez didactique, avec la présence donc de Vincent Carelli qui va rencontrer à nouveau les autochtones à des moments séparés, disons prendre des nouvelles. Dans cette trilogie de films, il y a vraiment une démonstration des différentes approches de l'intérêt disons de cette arrivée de l'outil vidéo dans ces villages. Dans le dernier film, on reste vraiment concentré dans un village. On suit un chef cacique, un chef autochtone qui essaie tant bien que mal de transmettre les rituels aux générations futures, disons, les pratiques autochtones, les savoirs aux générations les plus jeunes qui sont parfois évangélisées, parfois inintéressées, parfois cooptées d'une manière ou d'une autre par, disons, la machine capitaliste. Donc voilà, ce sont des films, disons, de résistance que je conseille à tout le monde. Donc le projet s'intitule Vidéo dans les villages, Vidéo nas aldeias, et le réalisateur, disons, l'initiateur, l'instigateur, Vincent Carelli. Mes recommandations, puisque j'en ai 2. La première, la plus grosse, le livre Junkie de William Burroughs. Alors, c'est un livre assez trash, mine de rien, mais qui est peut-être le plus accessible de son auteur, enfin, selon moi, qui est un auteur plutôt connu pour ses successions de scènes horribles, notamment Le Garçon sauvage et Le Festin nu. Celui-là, c'est plutôt de l'ordre d'une chronique réaliste, quasi sociologique, où se dégagent des individus, des personnages très forts, autour de ce que peut être un junkie, c'est-à-dire un toxico en bon français, dans les années 50-40. Il y a vraiment une peinture de l'époque qui est très précise, en peu de mots. Je trouve que le fait que ce soit resserré sur des situations ou des impressions réduit le récit à l'essentiel et tend à ne pas spectaculariser des choses qui pourraient l'être. Donc c'était vraiment une belle surprise et je m'attendais pas à ce que lire Burroughs me rappelle Annie Ernaux, mais bon, c'est le cas. Et rapidement, je suis sérieux quand je dis ça, hein. Et rapidement, le jeu vidéo Howling Dogs de Parpentine,
une créatrice assez importante dans ce qu'on appelle l'interactive fiction, qui est peut-être un des premiers genres vidéoludiques qui a existé. En gros, ce qu'on appelle les jeux textuels, qui se sont développés dans les années 70 sur les ordinateurs, qui consistent premièrement à des jeux où on tape des commandes à partir d'une histoire qui est racontée, par exemple avancer forêt, ouvrir porte, etc. Là, le jeu de Porpentine est dans ce qu'on appelle le Twine Game, c'est-à-dire des jeux où on clique sur des hyperliens pour aller vers d'autres fractions du texte. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple que les jeux à l'ancienne. Et à travers cette forme-là, et un court récit qui se lit en une demi-heure, 45 minutes, Porpentine dresse un espèce d'univers cauchemardesque où un individu va se projeter dans un quotidien qui est totalement quadrillé, des rêveries qui vont aller très franchement vers l'inquiétant. Et j'ai aimé la manière dont, avec une forme vidéoludique qui est quand même souvent pas très bien réputée, là aussi pour ses scénarios, va créer des impressions très vives à travers une forme qui est assez simple et épurée. Donc ça mérite quand même le détour. Voilà, en intervalle, c'est terminé. Je remercie les participants, Jean-Baptiste Marsuet pour bien avoir voulu venir à l'émission. Je remercie Croquis pour le logo, le Calvin Ball Consortium pour son accueil. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter les podcasts disponibles sur le site et à souscrire au Patreon du Calvin Ball Consortium si vous voulez nous aider par rapport à des questions matérielles ou si les autres émissions vous ont intéressé. On se retrouve pour un autre sujet. D'ici là, ciao et bon vent. Salut.